On ne met pas la pression. C'est bon. Ouais. Bon, merci. Première. Club de début. Donc la recherche que je vais vous présenter ici, c'est une recherche un peu confidentielle qu'on avait menée avec la DSDEN de Côte d'Or il y a 2 ans ou 3 ans, 2016-2017, et finalement pour laquelle on avait très peu diffusé les résultats. Il se trouve que les résultats viennent de faire l'objet d'un article scientifique dans la revue Carrefour de l'éducation, la sortie là cet hiver, enfin en mars, et je me disais que ces journées du numérique étaient une bonne occasion pour diffuser ces résultats qui ont pris place vraiment dans le département de la Côte d'Or. Alors je suis un peu désolée parce que c'est à nouveau au niveau de l'école primaire qu'on avait mené cette recherche, et finalement on manque pas mal de travaux au niveau du secondaire. Vous allez voir dans les ateliers recherche qu'on vous propose, on a beaucoup de choses au niveau du primaire, demain on parlera d'enseignement supérieur, et finalement on a beaucoup moins de recherche au niveau du second degré. Alors, la recherche que je vous présente ici est un petit peu différente de ce que vous a proposé Séverine sur le programme Chenauve. Ici, donc, on s'est intéressé à l'utilisation du numérique par les enfants des classes de primaire, CM1, CM2, notamment dans le département de Côte d'Or. C'est une recherche que j'avais menée avec Amélie Duguet, qui est présente dans la salle, mais on avait décidé qu'aujourd'hui c'était moi qui travaillais, elle travaillera demain. Voilà. Et également en collaboration avec Jean-François Giret. Et donc, le but de cette recherche, c'était de s'intéresser effectivement aux usages du numérique par les enfants, par les élèves, pardon, de primaire. Et ce qu'on cherchait à voir, l'objectif général de la recherche, c'était de se dire, finalement, est-ce qu'il y a une connexion entre ce qu'ils font chez eux et ce qu'ils font à l'école, et est-ce que on peut jouer sur les différentes compétences numériques que les élèves vont développer. Est-ce que l'école a un rôle à jouer sur le développement de ces compétences numériques, ou est-ce que c'est plutôt la famille qui a ce rôle, puisqu'on sait très bien que les élèves utilisent beaucoup le numérique dans le cadre personnel. Alors, donc on était parti des premiers constats qu'on avait à l'époque, qui sont surtout les résultats des recherches internationales, j'ai envie de dire, les recherches menées par l'OCDE, les recherches que PISA nous proposait. Plus une revue de la littérature justement sur les effets du numérique dont on a déjà beaucoup parlé ce matin, à se dire que finalement les résultats de recherche à l'heure actuelle sont assez contrastés sur les effets du numérique sur les apprentissages, à savoir que on a du mal à mettre en évidence des effets positifs de l'utilisation du numérique, et quand on met en évidence des effets positifs, ces effets sont très localisés, j'ai envie de dire, dépendent de certaines tâches qui sont proposées aux élèves, de certains contextes particuliers, mais finalement tout va dépendre de la mesure qu'on va avoir du contexte dans lequel on va se placer, et quand on se réfère à des méta-analyses donc qui vraiment vont analyser différentes recherches menées dans différents pays et qui collectent justement un certain nombre de données, qui ne s'arrêtent pas à des classes comme on a pu faire là dans l'enquête de Chenauve, et qui raisonnent sur des cohortes d'élèves, on s'aperçoit que les résultats sont plutôt très contrasté, plutôt, j'ai envie de dire, plutôt neutre, voire même négatif dans certains cas, l'utilisation du numérique. Alors, quand on cherche à expliquer pourquoi l'utilisation du numérique pourrait avoir un effet négatif sur les apprentissages, ce qui ressort essentiellement, c'est le coût d'opportunité du temps à se familiariser avec l'outil numérique, qui serait plutôt chronophage pour les autres types d'apprentissage. Donc toujours dans ces constats de départ, on se disait finalement l'outil numérique qui doit être au service à la fois des enseignants et des élèves et des apprentissages des élèves, notamment pour tenter soit d'améliorer l'efficacité du processus d'apprentissage, soit d'améliorer son équité, c'est-à-dire d'essayer de diminuer les inégalités entre élèves. Chose que la recherche ne montre pas à l'heure actuelle, on ne diminue pas les inégalités d'apprentissage avec le numérique, même si le numérique permet certainement la différenciation pédagogique, et ça sera l'objet d'ateliers cet après-midi. Ce dont on est certain maintenant, c'est que finalement, les inégalités se portent plus sur les apprentissages que sur l'exposition au numérique en tant que telle des élèves, parce qu'on s'aperçoit que quel que soit le milieu social dans lequel évolue l'élève, finalement, on a peu de disparité dans l'exposition au numérique, ce que je vous montrerai par la suite sur l'échantillon de Côte d'Or.
Ce que nous disaient aussi les enquêtes internationales dans nos constats de départ, c'était de dire que finalement les élèves français étaient plutôt mal lotis et qu'on n'était plutôt pas très bon dans la maîtrise des compétences numériques. Donc, compétences numériques, c'est la capacité à utiliser les TIS, les technologies de l'information et de la communication, de façon autonome et de façon efficace. Et en fait, quand on se compare aux autres pays, on avait plutôt une sensation que les élèves français ne maîtrisaient pas forcément les compétences numériques à la hauteur des élèves dans les pays voisins notamment. Bon, vous voyez, on est parti de ces constats qui ne sont pas vraiment très optimistes, mais en se disant, bon, finalement, comment on pourrait développer les compétences numériques chez les élèves? Est-ce que l'école a un rôle à jouer? Est-ce que les caractéristiques personnelles des élèves sont plus importantes que les caractéristiques ou les faits de contexte scolaire? Alors, déjà, la question qu'on se pose, c'est finalement de quoi on parle quand on parle des compétences numériques des élèves. On est tous persuadés que les élèves, à l'heure actuelle, alors comme le dit Prensky, là j'ai mis qu'un exemple, mais on est persuadé que les élèves sont tous des digital natives, c'est-à-dire qu'ils sont nés avec le numérique, ils évoluent dans l'environnement numérique, donc on suppose qu'ils sont tous très doués pour utiliser l'outil numérique, qu'ils sont tous technophiles et que de toute façon ils ont grandi avec, donc ça leur pose pas de problème. On va voir que c'est un peu différent parce que vous voyez, on nous parlait déjà des digital natives en 2001, donc ça a presque 20 ans d'histoire. Il faut bien se dire qu'en 20 ans, il s'est passé beaucoup de choses sur l'évolution du numérique et la diffusion notamment des outils numériques. Mais quand on regarde la diffusion des tablettes tactiles, des téléphones portables connectés à Internet, etc., c'est pas 2001, c'est plutôt les années 2010 où là il y a eu un essor. Et vous voyez, on parlait déjà de digital natives dans les années 2000. Donc on part du principe que les technologies font partie intégrante de l'environnement des jeunes, et ça c'est vrai, et même vous allez voir sur les élèves de primaire, et que comme ces technologies sont constitutives de l'environnement des jeunes, elles vont forcément être intégrées presque de façon innée dans les pratiques des jeunes. Alors, on avait regardé, quand on a commencé la recherche, que les chercheurs disaient justement sur cette utilisation du numérique, et je parle bien d'utilisation et pas d'usage, cette utilisation du numérique par les élèves, chez eux et à l'école, et on s'aperçoit à la lumière de différentes recherches qui ont été menées que effectivement les jeunes utilisent beaucoup le numérique chez eux, mais que tout ce qu'ils font chez eux et ce qu'ils utilisent comme outils chez eux ne sont pas forcément transférables, ces compétences-là ne sont pas forcément transférables à l'école, parce que c'est pas du tout le même genre d'outils qu'ils vont utiliser à la maison. Par exemple, ils vont beaucoup utiliser les réseaux sociaux à la maison, les jeux vidéo, par exemple, à la maison, ce qu'ils vont pas du tout utiliser dans le cadre de l'école, qui va être un cadre beaucoup plus contraint, beaucoup plus limité en temps, et avec des objectifs pédagogiques qui sont bien différents des objectifs qu'ils vont avoir à la maison. Enfin, un dernier constat de départ, c'était de se dire, quand on lit un peu les travaux de recherche, on met quand même en évidence que ces enfants qui sont finalement nés avec le numérique, ils manquent, et notamment quand ils se retrouvent sur le banc de l'école, ils manquent d'un certain nombre de compétences techniques, où on pensait que finalement pour eux c'était naturel, ça va pas être aussi simple, et ils manquent d'un certain nombre de compétences plus évoluées, de savoir-faire technique certes, mais aussi d'un certain nombre de compétences conceptuelles par rapport à l'outil numérique. Et le fait de manquer de ces compétences conceptuelles par rapport à l'outil numérique va être un problème pour eux dans la gestion des apprentissages à l'école. Alors voilà, donc on est parti de ces différents constats pour mener la recherche en se disant, nous, on va se focaliser sur le rôle d'un certain nombre de facteurs qui soient à la fois personnels, à la fois contextuels par rapport au contexte scolaire. Quel est le rôle de ces différents facteurs donc sur le développement des compétences numériques à l'école primaire, en raisonnant en 3 temps, en se disant on va déjà essayer de voir comment les élèves de primaire utilisent le numérique, notamment en dehors de l'école. Est-ce qu'on peut déterminer des profils d'élèves? Est-ce que certains utilisent plus, moins? Est-ce que ça va jouer après sur leur mode d'utilisation à l'école ou sur le fait qu'ils soient plus ou moins à l'aise à l'école? Un deuxième volet de la recherche a porté sur les utilisations du numérique par les enseignants, mais qui était un volet de la recherche plutôt réduit. Ceci étant, on voulait avoir l'avis des enseignants par rapport à ces compétences numériques, donc on les a aussi interrogés.
Et puis, ce qu'on a cherché à voir après, c'est d'avoir un modèle explicatif en se disant, finalement, les compétences développées par l'élève, qu'elles soient développées chez lui, qu'elles soient développées à l'école, comment on peut expliquer le fait que certains maîtrisent un certain nombre de compétences numériques et d'autres non. Donc voilà les 3 temps auxquels on s'est intéressé. Alors on avait un échantillon qui était un échantillon de classes de CM1, CM2 qui représentait un peu plus d'une trentaine de classes de CM1, CM2, ce qui faisait environ 1400 élèves et une cinquantaine d'enseignants qui étaient participants. Donc voilà, c'était une recherche en fait qui est née, je vous le dis, parce que ça a forcément un effet sur la collecte des données qu'on a menée. C'est une recherche qui est née d'une discussion dans un couloir lors d'une réunion au rectorat en se disant on manque de données. Non, d'ailleurs j'étais comme ça, mais je me suis dit bon, je vais changer. Voilà. Mais c'est une réunion c'est une recherche qui est née d'une discussion informelle. Voilà, j'ai envie de dire dans les couloirs du rectorat. Et donc on a dit oui, ça nous intéresse, on y va. Mais c'était une recherche qui n'était pas financée, qui a été un peu improvisée entre guillemets. On n'a pas tout improvisé non plus, rassurez-vous. Mais enfin bon, pour vous dire que voilà, au niveau de la collecte de données, j'y reviendrai sûrement dans la discussion. On a été aussi un peu limité par les informations qu'on a prises. Ceci étant, voilà. On a réussi à faire passer des questionnaires aux élèves, des questionnaires aux enseignants, avec des choses assez classiques qu'on collecte habituellement sur les caractéristiques socio-démographiques qui, pour des élèves de primaire, sont à considérer avec précaution, notamment sur l'origine sociale, parce qu'on interroge les élèves sur les professions des parents. Bon, quand vous voyez qu'à l'université, ils savent nous dire si leurs parents travaillent dans un bureau ou à l'extérieur, imaginez dans une classe de CM1 et CM2 ce que ça peut donner quand on interroge sur la profession des parents. Bon, ceci étant, les enseignants nous ont aussi aidés à avoir des informations un peu plus précises. Donc on interrogeait les élèves sur leurs équipements à la maison, les usages qu'ils avaient, l'utilisation et les usages qu'ils avaient du numérique à la maison. Sur un certain nombre de compétences techniques où on les a interrogés. Donc ils avaient des items, par exemple, il fallait qu'ils relient, c'était sous forme d'image, il fallait qu'ils relient la souris d'un ordinateur au mot souris, voilà. Et puis on les a interrogés sur un certain nombre de compétences comportementales par rapport au numérique sur lesquelles je vais revenir par la suite. On a également interrogé les enseignants sur leurs caractéristiques générales, les caractéristiques de leur classe et puis leurs connaissances et leur utilisation du numérique. Bon, je passe là-dessus, je reviendrai plus dans la discussion si vous voulez, pour arriver plutôt aux choses un petit peu plus de fond. Alors, quand on s'intéresse au premier temps de la recherche, où on a cherché à voir comment les élèves utilisaient le numérique, donc voilà un peu la description, quelques variables très descriptives de l'échantillon, donc une répartition à peu près égalité entre CM1 et CM2, entre les filles et les garçons, 10% de redoublant. Bon, quand je vous disais pour l'origine sociale, 25% connaissent la profession exacte de leurs parents, vous voyez. Voilà ce qu'on a essayé de coupler, et je vais vous dire pourquoi c'est intéressant pour nous par la suite, avec les informations données par les enseignants. Alors, qu'est-ce qui se passe par rapport aux pratiques numériques des élèves? Je vais plutôt regarder là parce que ça va être plus lisible que sur l'ordinateur. Par rapport aux pratiques numériques des élèves à la maison, et par rapport aux équipements qu'ils possèdent, regardez ce que je vous disais tout à l'heure. Quand on parle d'inégalité d'accès au numérique, on voit bien que ces inégalités d'accès au numérique, elles sont en train de se gommer parce que regardez, les élèves ont quasiment tous accès à un ordinateur chez eux, à une tablette, la télé et à une console de jeu. Donc, dans l'ensemble, nos élèves de CM1, CM2, là, qu'on avait dans l'échantillon, sont plutôt bien équipés. Donc, on n'a pas vraiment de différenciation sur l'équipement numérique des élèves chez eux. Et ça, quelle que soit l'origine sociale de l'élève. Ce qui va faire la différence, plus, c'est l'inscription de l'élève, par exemple, sur un réseau social. On parlait des usages personnels du numérique à la maison. Là, on va avoir une différence, c'est-à-dire que on a 30% des élèves qui sont inscrits sur aucun réseau social. Et attendez, on est en CM1, CM2, donc voilà, et quand même 70% qui sont inscrits sur un réseau. Donc, ce qui est quand même un pourcentage relativement élevé. Donc voilà, je vous ai mis les réseaux sur lesquels on a enquêté, Facebook, Instagram, Twitter, MSN, Snapchat, etc. Ceci étant, ceux qui se déclarent, alors pas tous, ceux qui se déclarent étant connectés à un réseau social, en plus de la moitié des cas, ont eu l'autorisation de les parents. En tout cas, ils ont déclaré avoir eu l'autorisation de leurs parents, ce qui est peut-être différent de la réalité.
On les a interrogés sur la fréquence d'utilisation du numérique à l'école. Alors on n'a pas pu exploiter toutes les données parce que quand on cherche à mesurer le temps, alors déjà chez des adultes c'est très compliqué, mais chez les enfants, notamment à 10 ans, quand on leur demande combien de temps tu as passé à regarder la télé entre midi et 2, des fois ils nous déclaraient 5 heures d'exposition à la télé entre midi et 2. Donc voilà, bon. Donc il faut faire avec les données qu'on a. On sait que ça correspond pas forcément à la réalité. Bon, ceci étant, voilà, on a pu avoir quelques chiffres comme ça où on leur demandait leur temps d'exposition, en gros, aux outils numériques. Donc ceux qui regardent par exemple la télé avant d'aller à l'école, c'est plus de la moitié, qui la regardent à midi pour ceux qui rentrent, bien évidemment, c'est des pourcentages. Ceux qui utilisent la tablette ou l'ordinateur avant d'aller à l'école, du temps de midi ou le soir. Et puis ceux qui font de la console, pareil, en sachant que l'utilisation du numérique chez les enfants a plutôt lieu après l'école, où ils regardent la télé, où ils utilisent la tablette, l'ordinateur. Alors quand on leur demande pourquoi ils se connectent aux outils numériques, on laisse de côté la télé. Ce qui sort principalement sur les réseaux ou sur Internet, c'est de dire je vais regarder des films ou des vidéos, majoritairement. Ensuite, je vais écouter de la musique, je joue à des jeux. Et puis, la dernière occurrence qu'on a eue, c'était je vais faire mes devoirs en utilisant Internet. On n'a pas su si c'était pour nous faire plaisir ou si c'était réel, mais quand même, cette occurrence-là sort en dernier. Alors, ce qu'on a essayé de faire à partir de ces données, parce que tout ça est très descriptif, et c'est ce que je vous dis, il faut aussi prendre les précautions qui se prêtent à ce genre de collecte de données. Ce qu'on a essayé de faire d'un point de vue statistique, c'était de déterminer des profils d'élèves à partir des données qu'on avait. Alors, je vous passe les méthodes statistiques qui permettent d'établir les profils. Juste vous dire, voilà à peu près ce qu'on a réussi à mettre en évidence en disant finalement dans l'échantillon il y aurait 3 profils d'élèves. Alors c'est nous qui avons donné les intitulés en fonction des analyses statistiques qu'on a pu faire. Un premier groupe d'élèves qu'on a appelé les modérés, qui représentent la moitié des élèves, qui sont certes sur les réseaux sociaux, parce que je vous ai dit CM1, CM2, vous voyez, les 3/4 sont sur les réseaux sociaux, mais avec une autorisation parentale pour être sur les réseaux sociaux et une certaine autorisation parentale aussi pour utiliser la tablette, etc. Ceci étant, ces élèves-là, ils déclarent aller sur les réseaux sociaux pour s'amuser, pour discuter avec leurs copains, et voilà. On a un deuxième groupe d'élèves qui représente à peu près un tiers de l'échantillon, qu'on a appelé les vertueux. Alors, je peux discuter des dénominations qu'on a données. Nous, c'était pour essayer de les identifier, qui n'utilisent le numérique qu'avec l'autorisation parentale, en tout cas, c'est ce qu'ils déclarent, qui utilisent le numérique principalement pour faire les devoirs et qui ne sont pas connectés aux réseaux sociaux. C'est à peu près nos 30% qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. Donc ceux-là, ils auraient une utilisation, vous voyez, très raisonnée, très raisonnable du numérique. Et puis, on a identifié un autre groupe d'élèves qui ne représente pas la majorité des élèves de CM1, CM2, mais qui est intéressant parce que vous voyez, ça représente pas loin de 20% des élèves quand même, enfin 16,3%, qui sont les sans limite ou qu'on a appelé les vulnérables, parce que c'est des jeunes, alors CM1, CM2, c'est 10-11 ans, des jeunes qui ont accès au numérique sans aucune contrainte, sans aucune limite, qui peuvent aller sur les réseaux sociaux sans demander d'autorisation, où ça pose aucun problème, et c'est eux qui gèrent même le temps d'exposition au numérique. D'accord ? Il n'y a pas de contrainte ni d'autorisation parentale à demander, comme il n'y a pas de vérification des contenus, parce qu'on demandait aussi aux élèves s'il y avait une vérification des contenus qu'ils allaient regarder, et dans ce groupe-là, ils nous déclarent majoritairement que non, il n'y a pas de vérification non plus du contenu. Il me reste 5 minutes ? Oui. Ah non, elle m'a donné la parole il y a 2 minutes. Je suis désolée. 5 minutes. Bon, alors, je me dépêche. Le deuxième temps de la recherche, je vous ai dit, on a demandé aux enseignants un peu ce qu'ils pensaient de l'utilisation du numérique et comment eux, à l'intérieur des classes, l'utilisaient. Je passe peut-être sur la description des échantillons de l'échantillon, plus de femmes que d'hommes. Enfin, on retrouve des caractéristiques assez classiques pour les enseignants du primaire. Ceci étant, plus de la moitié déclaraient avoir eu une formation au TIS, et finalement, les enseignants qu'on avait dans l'échantillon se déclaraient assez à l'aise avec le numérique.
Dans l'ensemble, l'équipement au niveau des écoles, c'était pas forcément au niveau des classes, peu de tablettes. À l'époque, mais rendez-vous compte, c'est il y a 3 ans, je suis sûre qu'on aurait vraiment d'autres chiffres si on reprenait des données à l'heure actuelle par rapport notamment au TBI. Un peu moins de moitié des écoles étaient équipées. Par contre, connexion Internet dans la classe, vidéoprojecteur et logiciel éducatif à disposition dans la classe. Je passe là-dessus. Je vais passer aussi rapidement là-dessus entre connaissance et utilisation par les enseignants des ressources éducatives à disposition. C'était assez intéressant à l'époque parce que regardez, on les interrogeait sur le site EduScol, sur Magistère, sur les ressources du réseau Canopé, enfin bon voilà. Dans l'ensemble, les enseignants CM1, CM2 qu'on avait dans l'échantillon déclaraient connaître toutes ces ressources à disposition, pas forcément les utiliser, mais au moins en avoir connaissance. Il me semble effectivement qu'aujourd'hui on aurait aussi des résultats un peu différents si on les interrogeait à nouveau. Bon, je passe là-dessus parce que je voudrais quand même en venir plutôt à la partie analytique. On interrogeait également les enseignants sur leur perception par rapport à l'outil du numérique. Alors, je vais passer rapidement parce qu'on va revenir sur les perceptions des enseignants dans la journée de demain. On en a parlé aussi un petit peu ce matin. Les enseignants ont une vision positive de l'outil numérique, c'est-à-dire que, alors, ils sont pas du tout naïfs en nous disant ça va révolutionner les apprentissages, pas du tout, mais par contre, ils ont plutôt une vision positive dans le sens où ils nous disent déjà ça peut permettre de favoriser l'interaction avec la famille, avec les élèves, même entre les élèves eux-mêmes, si on sait bien se servir de l'outil numérique, parce que plusieurs fois ils nous ont dit si on va plus loin dans l'utilisation de l'outil. Il y en a 92%, donc quasiment la totalité des échantillons des enseignants qui nous disaient que pour eux c'était vraiment une aide à l'enseignement, mais qu'il manquait de temps pour utiliser, qu'ils trouvaient que c'était très chronophage et qu'ils étaient convaincus que s'ils arrivaient à utiliser davantage le numérique, ça pourrait avoir des effets encore plus bénéfiques sur la vie de classe, sans parler d'apprentissage, juste effets bénéfiques sur la relation dans la classe, éventuellement des fois motivation des élèves, mais on ne parlait pas d'apprentissage. Alors j'en viens au troisième temps de cette recherche où on s'est posé la question de se dire bon alors on a collecté des données sur les élèves, sur les enseignants, sur ce qui se passe dans la classe. Quel impact ça a finalement sur les compétences numériques que nos élèves vont avoir? Alors les compétences numériques, on les a subdivisées en 3 catégories parce qu'on s'est aperçu que à la lecture notamment de plusieurs résultats de recherche, on ne pouvait pas tout mettre dans l'intitulé compétences numériques. Donc on a distingué des compétences techniques déjà de compétences non techniques. Donc compétences techniques, c'est vraiment utilisation par exemple de l'ordinateur, savoir allumer une tablette, voilà. Et des compétences non techniques qui portent à la fois sur la conceptualisation des outils numériques. Donc par exemple, où sont stocker les données qu'on trouve sur Internet, comment je peux vérifier l'information, si l'information est fiable quand je la trouve sur Internet, etc. Donc plutôt un aspect conceptualisation et puis un aspect éthique où on interrogeait les élèves. Parce qu'en CM1, CM2, il nous semblait que c'était particulièrement important, mais ça va l'être aussi dans les niveaux éducatifs plus élevés, par rapport aux règles de déontologie d'utilisation des outils numériques, où, voilà, par exemple, je suis sur Snap, est-ce que je peux donner le numéro de portable de mon copain, voilà, ou sur Facebook, est-ce que je peux diffuser n'importe quel genre de photos ou de support. Bon. Donc 3 types de compétences, donc des compétences techniques. Donc on les a interrogées, on avait une dizaine d'items où on a construit des scores par rapport à ces compétences techniques. Sur les enfants de CM1, CM2 qu'on en avait dans l'échantillon, le score est plutôt élevé. Alors je vais pas donner les détails statistiques, mais on a un score plutôt élevé. Ils maîtrisent relativement bien ces compétences techniques. C'est allumer un ordinateur, aller mettre en grade en Word, c'est des choses qu'ils maîtrisent relativement bien. Par rapport aux compétences non techniques, donc je vous ai dit, elles se subdivisent en 2 familles, la conceptualisation du numérique et puis les règles d'éthique. Là, les choses sont un peu différentes. Sur la conceptualisation d'Internet, le score est relativement faible. Ils n'ont aucune idée de comment les données peuvent être stockées, quelles sont toutes les compétences un peu fondamentales de conceptualisation du numérique. Pareil, on a construit un score et le score est relativement faible sur les élèves de CM1, CM2. Donc ils trouvent qu'Internet c'est amusant, c'est un côté magique. Voilà, c'est la magie qui fait qu'on a accès à des données sur Internet, voilà pour vous dire. Mais leur connaissance par rapport à la conceptualisation est plutôt limitée.
Et puis, les compétences éthiques par rapport à la déontologie de l'utilisation du numérique, le score est plutôt... alors c'est pareil, on a construit un score où je ne reviens pas sur les détails statistiques, mais le score est moyen, c'est-à-dire c'est pas très élevé, c'est pas faible non plus, voilà. Donc ça se situe entre le score de compétences techniques et entre le score de conceptualisation. Je vous avais mis quelques exemples d'items. Est-ce qu'on a le droit de mettre une photo d'un ami sur Internet sans lui dire? Est-ce qu'on peut se moquer d'un camarade sur un réseau social ou par mail, etc. Bon. Alors, ce qu'on a essayé de faire, une fois qu'on avait ces trois types de compétences numériques chez les élèves, c'est d'essayer de les expliquer. En se disant, est-ce que le fait qu'on utilise beaucoup le numérique dans la famille, ça va jouer sur les compétences techniques qu'on développe, ou est-ce que ça va jouer sur l'éthique, les compétences en éthique qu'on peut avoir, etc. Donc, je vous ai mis ici un tableau récapitulatif. Alors, c'est pareil, j'ai pas mis les modèles statistiques parce que souvent c'est complètement... illisible. J'ai essayé de récapituler pour vous dire, voilà, vous avez les trois colonnes des différentes compétences: compétences techniques, compétences de représentation d'Internet, conceptualisation d'Internet, et puis compétences par rapport à l'éthique et au comportement qu'on doit avoir. Et puis, dans la colonne en bleu, vous avez les variables explicatives. Ce qu'on avait trouvé dans cette recherche à l'époque, il y a 3 ans, c'était de dire finalement les compétences techniques des élèves, elles vont être influencées à la fois par leurs facteurs personnels, ce qui se passe dans leur famille mais pas que, et par ce qui se passe à l'école. Regardez, niveau de la classe CM2, les CM2 sont comparés au CM1, il n'y a qu'une année d'écart. Ceci étant, on a un effet très significatif des enfants en CM2 par rapport aux enfants en CM1, ce qui veut dire que les enfants en CM2 ont développé plus de compétences techniques, comme ils ont une meilleure représentation ou conceptualisation d'Internet, comme ils ont un meilleur comportement par rapport à l'éthique. Le fait de redoubler a un effet plutôt, d'être redoublant a un effet plutôt négatif sur ces compétences techniques. Et regardez ce qui est intéressant, les profils d'élèves qu'on a construits entre les vertueux et les vulnérables. Les élèves vulnérables développent moins de compétences techniques. Vous savez, les vulnérables, c'est ceux qui ont accès à tout quand ils veulent, comme ils veulent. Voilà, les compétences techniques sont moins développées chez eux. Et regardez, les compétences en éthique sont vraiment moins développés. Il y a 3 signes moins, ça veut dire qu'ils sont vraiment moins développés chez ces élèves-là qui sont, j'ai envie de dire, autonomes complètement sur le numérique. Voilà. Par contre, les vertueux, qui sont très encadrés, notamment chez eux, vont avoir des compétences en éthique du numérique plus développées. Ensuite, on a toute une catégorie de variables qui se rapportent à l'enseignant, où on a des résultats intéressants, notamment par rapport à l'ancienneté, et c'est des choses qu'on retrouve dans la recherche qu'on a menée pour Chenot, où même si le chercheur n'a jamais d'a priori, bien évidemment qu'il en a tout le temps, et on se disait que les plus jeunes enseignants allaient être plus à l'aise avec le numérique et allaient développer le numérique. C'est pas du tout ça qu'on trouve. On trouvait la même chose déjà à l'époque ici, en disant que finalement c'est les enseignants qui ont le plus d'expérience qui vont investir dans le numérique davantage que ceux qui entrent dans le métier, parce qu'ils ont plein d'autres choses à faire et à gérer, on va dire. Les compétences techniques de leurs élèves vont être d'autant plus développées qu'ils auront reçu de formation. On en revient au rôle fondamental de la formation, et d'autant plus élevées, bien évidemment, ce qui se comprend, qu'ils utilisent le numérique aussi dans leur salle de classe. Ce qu'on voit aussi, c'est que l'équipement en numérique des écoles et des salles de classe va jouer positivement, notamment sur les compétences techniques des élèves et un peu sur leurs compétences éthiques. Alors, juste pour finir, parce qu'il me restait 3 secondes, vous dire, en fait, ce qu'on arrive à montrer plus facilement, c'est que les compétences techniques des élèves peuvent s'expliquer à la fois par ce qui se passe dans la classe et par les caractéristiques des élèves, mais que tout ce qui est compétences non techniques, déjà elles sont plus faibles et on a beaucoup de mal à les expliquer, à les expliciter. Et ceci pose une question, notamment quand on se réfère aux résultats de la recherche, notamment des chercheurs qui nous montrent très clairement que le manque de conceptualisation, donc ce manque de compétences non techniques, et de très faible verbalisation des pratiques, va qualifier nos jeunes non pas de digital native, mais de digital naïve. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de phénomènes dans le numérique que les jeunes ne comprennent pas et qui va poser un certain nombre de difficultés par rapport aux apprentissages dans la classe.
Et une autre question qu'on pouvait se poser, alors c'est pareil, hein, c'est pour ouvrir le débat, mais on avait remarqué dans cette classe que les compétences non techniques, et notamment les compétences que les élèves développaient en éthique, étaient reliées positivement, cette fois-ci, aux apprentissages des élèves. Et on se dit finalement, il y a certainement un lien à creuser entre cette éthique dans le numérique et les progressions des élèves. Donc ça nous pose aussi des questions. Quand on sait que ces compétences en éthique, on a du mal à les expliquer, à la fois par les caractéristiques personnelles et par les caractéristiques du contexte scolaire. Voilà, j'arrête là. Alors, juste 5 minutes de questions et puis après, on discutera de façon informelle. Voilà, si question il y a. Je voulais juste vous dire aussi, comme on a fait des stands, peut-être que je garde le micro, juste comme on a les stands de la BU, de l'ESP, de l'IREDU, etc. L'article en entier, vous pouvez le retrouver sur le stand, notamment de l'IREDU, si ça vous intéresse d'avoir le détail des résultats, parce que je suis allée très très vite. Mais... On va manger. La discussion sera informelle pendant le repas. D'accord. Bon, alors je vous propose d'aller manger alors.